Bonjour à tous et bienvenue sur Caro Magic Books. Je vous retrouve aujourd'hui pour vous faire la vidéo des sorties du mois de janvier. Donc vous l'avez un petit peu tardivement, je m'en excuse, mais c'est vrai que entre le retour de vacances, la reprise du boulot, de l'école pour les enfants, tout ça, bon ça, les choses ont très vite passé. J'ai encore ma guirlande de Noël, j'ai encore mes décos de Noël. Je pense que je vais peut-être les retirer ce week-end, je verrai bien selon le temps que j'ai, mais voilà. Mais moi ça me dérange pas de les laisser jusqu'au mois de janvier. On a toujours fait comme ça, donc ça m'embête pas de laisser un petit peu plus longtemps mes décos de Noël. Voilà, donc je vais commencer sans trop tarder, parce qu'il y a encore pas mal de sorties pour ce mois de janvier. Donc évidemment, il y en a qui seront déjà sorties dedans. Et la toute première sortie que j'ai repérée date du 1er janvier. C'est La Malédiction bleue de Émilie Ouellette, si je prononce bien, chez Bayard. Je ne l'ai pas vu passer du tout ce livre. En plus, il est quand même sorti en écho. On est combien aujourd'hui? On est le 13 et j'ai toujours pas vu sortir. 6 adolescents au passé compliqué. Une île coupée du monde, une mystérieuse malédiction. Qui survivra? Paul, Bastien, Héloïse, Clara, Juliette et Maverick sont envoyés dans un camp de réhabilitation sur une île isolée avec 2 intervenants. Pendant 10 jours, ils devront vivre ensemble, coupés du monde et tenter de se reconstruire. Seulement, à peine ont-ils posé le pied hors du bateau que des phénomènes étranges se multiplient. Est-ce que ce serait en lien avec la légende de l'île et la malédiction qui entoure le vieux phare? Une chose est certaine, à la fin de ce voyage, ils reviendront tous transformés à jamais. S'ils reviennent, bien sûr. Alors, une histoire à succès sur Patreon, maintenant disponible en version papier avec un contenu immédiat. Patreon, c'est une plateforme, souvent les gens s'en servent, vous pouvez laisser un... vous pouvez adhérer, vous choisissez quelle tranche, enfin il y a beaucoup de booktubeurs qui font ça, vous adhérez et puis vous payez telle somme par mois, puis vous avez soit des vidéos en avant-première, soit des vidéos exclusives, soit accès à un book club. Je ne suis pas vraiment, c'est pour avoir accès à une histoire, mais l'idée n'est pas mauvaise, je trouve, c'est bien fait. Alors là par contre on arrive tout de suite au 6 janvier avec le tome 2 d'Écho d'Humanité de Yoann Dubos aux éditions Plume Blanche. Bon, j'ai acheté le tome 1 je ne sais plus quand, enfin il est dans ma palle, je ne l'ai toujours pas lu. Je me souviens qu'on est dans le futur et les humains peuvent prêter leur corps, c'est-à-dire que on les met, en quelque sorte on met leur conscience en stase et pendant un an, je crois, une grosse entreprise a le droit de se servir de leur corps, mais apparemment il y a avec un personnage avec lequel ça va pas trop marcher et qui va échapper un peu au contrôle de cette entreprise. Donc quelqu'un va être mis sur sa piste, un détective, si je me souviens bien. Je n'ose pas trop lire le résumé du tome 2 pour pas me spoiler, parce que j'avoue que c'est un livre qui me tente beaucoup et que je n'ai pas encore eu l'occasion de lire. Alors là, j'ai 2 dates. Je pense qu'il sortira pas là. Je l'ai vu nulle part, donc je pense qu'il n'est pas encore sorti. Mais c'était Le Dernier Souffle, l'intégrale de Fiona McIntosh chez Bragelonne. Donc on est dans l'heroic fantasy. Je ne vais pas vous en parler plus parce que je ne l'ai vu passer nulle part. Donc je ne suis pas certaine qu'il va être sorti. Enfin, qu'il soit sorti au mois de janvier. Je ne l'ai pas vu non plus sur le compte de Bragelonne. Et je ne l'ai pas vu non plus sur le compte de Bragelonne pour le mois de février pour le moment. On est encore qu'au mois de janvier. Alors celui-ci, c'est pareil, je ne l'ai pas trop vu passer, mais c'est une réédition. C'est Mort d'un sombre seigneur de Laurel K. Hamilton, toujours chez Bragelonne dans leur collection Milady. Là, on est dans du fantastique. J'essaie de le retrouver, je ne sais pas si j'ai le résumé. Dans un monde où la sorcellerie est redoutée plus que tout, une jeune fille découvre qu'elle a d'étranges pouvoirs magiques. Mais peut-elle se fier à son propre don alors que tout est corrompu? C'est une réédition, hein, ça fait un moment qu'il est sorti déjà ce livre. Alors, est-ce qu'il est ressorti? Je l'ai vu nulle part en librairie. Je ne l'ai pas vu passer non plus sur aucun compte. Après, je peux aller voir directement sur Milady, je sais pas trop. Je sais pas trop. Et je sais pas si normalement c'est une série aussi. Et Laurel Hamilton, vous la connaissez peut-être, c'est elle qui a créé les Anita Blake, qui est de l'urban fantasy, ouais, où il y a énormément de spicy quand même. Fantasy que j'avais commencé il y a un petit moment, mais enfin urban fantasy que j'avais commencé. Là, je me suis arrêtée, j'avoue que ça m'attire moins. J'avais lu pas mal de tomes parce que j'aimais beaucoup, le personnage d'Anita, le personnage principal qu'avait créé Laurel Hamilton. Alors toujours le 7 janvier va sortir En poche plein ciel, donc ce sera aussi chez Bragelonne. Alors c'est de Siècle Vaillant. J'avais commencé à le lire en lecture commune et j'ai pas eu le temps de continuer cette lecture
C'est assez étrange, on est dans un univers assez spécial quand même, avec un opéra qui est dans le ciel et il faut une cantatrice qui permet à ce monde de survivre. Si elle ne chante pas, le monde ne peut pas survivre et donc ça demande aussi que toutes les personnes qui font partie de l'opéra aient aussi des dons. Voilà, c'est comme si on était dans un opéra magique où tous ceux qui aident à faire vivre un opéra avaient des dons pour aider cette cantatrice, pour qu'elle sauve le monde. Et une jeune fille qui n'avait pas de dons très spécifique alors qu'elle vient d'une famille assez aisée, et une famille qui a des dons assez importants, se retrouve un peu mêlée à tout ça. Bon, j'avais commencé, c'était pas mal, mais j'ai pas eu le temps malheureusement d'enchaîner. Alors sur l'île de la Nébuleuse, l'opéra plein ciel fait la pluie et le beau temps, et chacune de ces représentations se doit d'être parfaite. Née dans une famille de masques, des aristocrates capables de transmuter les corps vivants, Ivoire est une jeune femme dont le talent de jouer ne gouverne que les objets. C'est loin de son milieu social qu'elle a trouvé sa place en périphérie de la capitale, au sein d'une petite maison donnant sur les rizières et d'un prestigieux atelier de couture, l'atelier des mesures. Mais lorsque son talent de dompteuse de ruban est remarqué par la maîtresse jouée de plein ciel en personne, Ivoire n'a pas le choix, elle est forcée d'abandonner son quotidien tranquille pour emménager en plein cœur de l'opéra. La voilà plongée dans les coulisses où la vie se mène à un rythme effréné au gré des préparatifs, des intrigues de cour, des rumeurs scandaleuses et des pamphlets interdits qui circulent sous le manteau et promettent un autre monde possible. Donc, je pense qu'il y a pas mal de secrets aussi cachés derrière tout ça. Alors, on reste toujours le 7 janvier avec une sortie chez Rajo, le tome 1 du Talisman des 4 dragons, La flamme perdue, c'est de Yasmine Djebel qui avait écrit. Je vais pas retrouver. C'est pas elle qui avait. Non, c'est pas Cendrillon. C'était pas Cendrillon et Maud, c'était. Je vais pas retrouver le nom. Ou ce qui était pas mal dans ce livre, c'est que on plongeait un peu plus dans le folklore et les légendes d'origine algérienne. C'était assez sympa. Donc je sais pas si là ça va être pareil. Je vais vous lire le petit résumé. Le talisman des 4 dragons a été brisé. Selon la légende, les tempêtes risquent de déferler sur l'archipel. Neila se fiche de ces vieilles histoires, jusqu'au moment où la statue d'un fennec prend vie devant ses yeux. Il affirme être un esprit des temps anciens et confirme la menace qui plane. Neila décide de partir à la rencontre du dragon rouge pour demander son aide. Moi, son précédent, j'arrive pas à retrouver le titre. Non, j'arrive pas. J'avais pas aimé plus que ça, donc je suis pas sûre que je vais y aller. Le suivant, c'est un roman de chez Brajolone. J'avais hésité à le demander en service de presse, mais comme j'en avais déjà pas mal, je me suis dit, voilà, si je veux, je me l'achèterai plus tard, vu que c'est aussi un poche. Ce sont les portes de lumière de Vajra Jandra Sekera. Je suis désolée pour la prononciation, c'est les mauvaises. Entrave a été élevé pour tuer, affûté comme une lame de couteau dans le seul but d'assassiner son saint de père. Il marche parmi les pouvoirs invisibles, les diables et les anti-dieux, caricatures d'êtres humains. Il a appris un catéchisme de mort, perdu son ombre et pris l'habitude de se montrer discret. Après une enfance sanglante, il s'enfuit de la petite ville rurale où il est né pour s'installer dans la grande cité. Il y découvre un monde plus vaste où les messies en puissance sont légion. À Luria, les apparences sont toujours trompeuses. Les portes se comportent de manière étrange et une fois fermées, il leur arrive de ne plus jamais s'ouvrir. La cité en est parsemée. Des portes de lumière, portails inquiétants à travers lesquels souffle un blizzard sans fin. Dans cette mégalopole mystérieuse, Entrave va découvrir quel genre d'homme il est vraiment, et cette découverte va conduire à une réécriture du monde. Voilà. Alors, j'avais l'impression que c'était de la fantaisie, mais ça gagnait les prix Nebula, Crawford et Locus en 2024, et il me semblait que c'était plutôt des prix, bon, pas forcément que de la SF, mais voilà. Apparemment, ça va un petit peu entre les deux, donc... Et j'avais lu quelque part que c'était un mélange de SF et fantasy, donc je sais pas trop, j'avoue, sur ce coup-là, mais bon. À voir. Alors par contre, celui-ci, je l'avais demandé en service de presse à Brajolone. C'est le tome 1 du réveil de la guerre du dragon, c'est ça, c'est la guerre du dragon. Ouais, c'est ça, le tome 1 de la guerre du dragon. Donc là, c'est le réveil des ténèbres de Raymond Fest, donc chez Brajolone. Voilà, donc Raymond Fest, je n'en ai lu qu'un seul. J'avais envie de découvrir un peu plus son univers. Sur l'île du sorcier, le fief des magiciens dirigé par Magnus depuis la mort de Pug, son père, l'arrivée de 3 visiteurs d'un autre monde bouleverse un quotidien le plus souvent paisible. Dernier survivant de la lignée des Fireman, Atushali est accompagné par son épouse chérie Ava et par leur ami Dont
que personne n'a invité, mais ce n'est pas le genre de détail qui l'arrête. Magicien très puissant, peut-être le plus puissant de l'histoire, atout, a encore beaucoup à apprendre pour maîtriser ses pouvoirs et réaliser son potentiel. En aura-t-il le temps alors que Garn, sa planète d'origine, est ravagée par la guerre et menacée d'une attaque du néant? Alors je crois que ça se passe dans le même univers. Donc cette nouvelle saga, il réunit l'univers de Mid-Kemia avec le monde de Garde pour nous offrir un formidable feu d'artifice où les légendes se côtoient et s'affrontent. Et c'est ça, il mélange deux de ces... Alors je ne les ai pas notés, évidemment, et j'ai préparé mes feuilles il y a un moment, j'ai pas eu le temps de faire la vidéo. Donc vous avez, je crois qu'on va retrouver voilà, des références aux légendes de Condor. Non, c'est... Non. La guerre des ténèbres, c'était lequel? C'est bête, j'avais regardé le legs de la faille, féerie. Enfin, c'est tout ce qui concerne les Condor. Vous en avez peut-être entendu parler. Moi, je vous dis, j'en ai lu qu'un seul de Raymond Fest et c'était pas c'était Faerie, donc c'était un one-shot. Et c'était du fantastique, puisqu'on avait des humains qui se retrouvaient près d'une forêt où il y avait des faées pas du tout sympathiques. Et voilà, donc il y a un mélange de Condor. Et le deuxième, c'est... Je ne suis pas sûre... de Frongor et la guerre des ténèbres, peut-être, je ne sais plus. C'est bête, j'ai regardé, mais alors je vous avoue que j'ai complètement oublié. Entre deux, il y a eu les fêtes et tout. Donc, j'ai un petit peu zappé. Alors, sortira aussi le 7 janvier chez Eldercraft, The Empire of the Wolves, tome 1, The Justice of Kings. Bon, en fait, je suis en train de vous le dire en anglais, mais c'est en français. Voilà, donc c'est la justice des rois, l'empire du loup. Alors, celui-ci, donc je pense qu'on va encore être dans de la fantaisie. Qui peut se prétendre au-dessus de la loi? La révolte gronde dans l'empire du loup. Les rebelles, les hérétiques et les puissants patriciens contestent tous le pouvoir du trône impérial. Seul l'ordre des justices de l'empereur fait obstacle au chaos. Sir Conrad von Wald est le juste le plus redouté de tous, faisant respecter la loi grâce à son esprit vif, ses pouvoirs arcaniques et son habileté à l'épée. Il est assisté par Elena Sedanka, sa greffière est protégée, orpheline des guerres qui ont forgé l'Empire. En enquêtant sur un meurtre, il découvre une conspiration qui s'étend jusqu'au sommet de la société impériale et qui prend racine dans le royaume démoniaque de l'après-vie. Von Wald et Elena doivent faire un choix. Vont-ils abandonner les lois qu'ils ont juré de faire respecter afin de protéger l'Empire? Donc c'est un récit de fantaisie épique, sombre et rythmé qui met l'accent sur l'action et les choix moraux des personnages dans un univers finement ouvragé, rempli de magie mystérieuse, de dieux et de démons. Bon, ça n'a pas l'air mal. Là, je ne l'ai pas reçu de la part de Eldercraft. La dernière fois, je n'avais rien demandé, ils m'avaient envoyé 3 livres. Bon là, comme j'ai encore des livres de chez eux à lire, de toute façon, pour le moment, je mets en stand-by, même celui-là a l'air très très bien. Bon, je verrai plus tard. Sort en poche le 7 janvier chez J'ai lu dans les yeux de Méduse. Alors celui-ci, j'avoue qu'il me tente beaucoup. D'autant que je ne l'ai pas. Et voilà, c'est un personnage que j'aime énormément, Méduse. Et c'est super que ça sorte en poche, quoi. Donc c'est écrit par Nathalie Hens. Tout ce qui vit, elle ne peut que le détruire. Quelle incroyable puissance et quelle terrible malédiction. Méduse, violée par Poséidon et injustement punie par Athéna, fut transformée en une créature hideuse. Une gorgone aux cheveux de serpent et au regard pétrifiant. Mais que sait-on de son cœur, sinon le récit qu'on a rapporté Persée, le héros qui l'a décapité pour assouvir sa soif de gloire? Qui était vraiment cette jeune femme condamnée à une vie de solitude, ne pouvant se faire d'amis ni connaître l'amour? Et si le monstre n'était finalement pas celui que l'histoire a retenu? Si ses yeux pouvaient parler sans condamner, que nous dirait-il? Ça doit pas être mal. Je ne sais pas combien de pages il fait. 416 pages. Bon, j'avoue que c'est un personnage qui me tente beaucoup. Donc en plus, comme c'est en poche, je pense que je me laisserai tenter. Ça fait un moment que je l'ai mis dans ma wishlist. Mais ouais, bon, ça va être l'occasion. Alors celui-ci, ah ouais, il me tente beaucoup. Je l'ai vu un petit peu passer, mais je ne suis pas sûre d'avoir vu des reviews dessus. Vous allez comprendre rien qu'au titre déjà, et puis à l'image que je vais vous mettre. Celui qui hantait le manoir, c'est de Damien Galisson, c'est chez Sarbacane. Alors là, on suit Camille qui se serait bien passée de ce mariage où elle doit aller. Elle n'a jamais entendu parler de sa tante avant d'être obligée d'aller à ses noces. Elle traîne des pieds à l'idée de devoir jouer la petite fille modèle. Mais c'est aussi l'occasion d'explorer le manoir où sa mère a grandi, manoir dont elle vient également d'apprendre l'existence. Que cache la famille de sa mère? Quel secret peut bien se nicher dans ce grand domaine brumeux? Et ces drôles de bruits qui résonnent dans les couloirs de la demeure, ces portes fermées à clé, ces bruits de pas qui semblent la poursuivre dans la nuit. L'adolescente est loin de se douter que je suis désolée, j'ai l'image qui est un peu sur le, sur le texte, je vais dire.
Quel drame se cache derrière la belle façade entre les vitraux de ce mystérieux manoir. Bon, là, bon, Sarbacane, c'est plutôt jeunesse, mais bon, moi j'avoue que, évidemment, on me parle de maison hantée, je suis tout de suite attirée, c'est plus fort que moi. Va sortir en poche aussi, cette fois chez Folio SF, et cette fois le 8 janvier, Vallée du Silicium de Damasio. C'est un auteur que je n'ai toujours pas lu non plus, Damasio, que j'aimerais bien découvrir. Ce qui manque furieusement à notre époque, c'est un art de vivre avec les technologies, une faculté d'accueil et de filtre, d'empuissantement choisi et de déconnexion assumée. Des pratiques qui nous ouvrent le monde chaque fois que l'addiction rôde, un rythme d'utilisation qui ne soit pas algorithmé, une écologie de l'attention qui nous décadre et une relation aux IA qui ne soit ni brute ni soumise. C'est intéressant, ça, je trouve, ce passage-là. C'est vrai que ouais, ça nous ferait tous du bien de se déconnecter, ça c'est sûr, et d'avoir un autre rapport avec la technologie et aussi avec l'IA. À San Francisco, au cœur de la Silicon Valley, Alain Damasio met à l'épreuve sa pensée technocritique dans l'idée de changer d'axe et de regard. Il arpente le centre du monde et se laisse traverser par un réel qui le bouleverse. Donc, le livre est composé de 7 chroniques littéraires et d'une nouvelle de science-fiction inédite. Vallée du Silicium déploie un essai technopoétique troué par des visions qui entrelacent fascination, nostalgie et espoir. Du siège d'Apple au quartier dévasté par la drogue, de rencontre en portrait, l'auteur interroge tour à tour la prolifération des IA, l'art de coder et les métaverses, les voitures autonomes ou l'avenir de nos corps, pour en dégager une lecture pleine de questionnements. J'en sais pas plus, mais apparemment c'est un recueil de nouvelles qui va interroger beaucoup sur notre rapport aux nouvelles technologies et à l'IA. C'est peut-être pas par ce livre-là que je vais commencer pour découvrir Damasio en toute franchise. Mais à voir, oui, plus tard, bon, pourquoi pas. Mais non, il y en a d'autres que j'aimerais lire avant de cet auteur. Le prochain aussi qui sort, qui est déjà sorti, puisque nous sommes le 13, c'est Flamme and Fury de Michaela Bridge, donc aux éditions Nathan, que j'ai reçu en service de presse, que j'ai commencé hier. On est dans un monde où, il y a 4 îles, et sur l'une des îles vivent des phénix qui sont souvent capturés pour participer à des courses, et les courses sont retransmises. Alors, on est dans un monde moderne puisqu'il existe, des moyens techniques très développés, il existe des véhicules motorisés, les ordinateurs existent, il y a les médias qui jouent un rôle important aussi. Voilà, et voilà, il y a toutes ces courses qui sont... On est un peu... J'ai eu l'impression, moi, en rentrant dans cet univers, j'ai lu qu'une centaine de pages, d'être dans presque une course de F1, voilà, toute cette tension qui peut y avoir. Et puis, c'est coup fourré pour essayer de gagner la première place, sauf que là, ce sont des phénix qui sont montés par des humains. Et là, on suit au départ 2 équipes. Alors, il y en a une, ce sont les Hurleurs, c'est ça. Et c'est Kéline, surnommée Kel. Elle est la dresseuse du phénix qui lui appartient, parce que il y a un rapport assez, un peu particulier selon les êtres humains au phénix, c'est-à-dire que pour certains, ce sont que des animaux pour le spectacle. Enfin, tous ne sont pas faits pour être montés. Mais voilà, certains, oui, et ça ne sert que pour le spectacle. Il y a des humains qui détruisent leur habitat naturel, qui veulent les étudier. Il y a des fanatiques religieux qui pensent que là, ce sont des créatures de la nature, il faut les laisser en paix, mais c'était des fanatiques, donc c'est pas vraiment ça non plus. Et puis il y a des gens comme Ken, ou son père qui est décédé, qui était pour les droits de ces phénix. Évidemment, l'idéal, c'est de s'en faire des alliés, des amis, parce que sinon ce serait invivable sur cette île, c'est-à-dire en quelque sorte, comme des dragons, ils cracheraient leur feu et détruiraient tous les êtres humains et tout ce qui existe sur l'île, mais en même temps ne pas les considérer comme des sous-créatures et les maltraiter. Donc elle est plutôt dans cette mouvance-là, sauf que là, elle vient de perdre sa dernière cavalière, et qui meurt au tout début du livre. Et elle perd aussi l'occasion de gagner, et du coup elle risque de perdre la ferme qu'elle a hérité de son père, mais aussi la volière. Ils ont d'immenses volières pour les phénix, donc je vous laisse imaginer la taille des volières pour un phénix. Voilà, donc elle se retrouve un petit peu dans la merde financièrement, et elle va devoir s'associer avec Cooper, qui est un cavalier, un très très bon cavalier, mais ils ne peuvent pas se piffrer, donc on se doute qu'il va se passer quelque chose entre eux. Ils ne peuvent pas se piffrer, et puis lui, il vient encore de se faire virer parce qu'il prend trop de risques dans ses courses, donc il n'est pas forcément très apprécié. Et puis là, ils viennent de trouver un sponsor qui s'appelle Christo, qui était un homme pété de thunes. Voilà, et bon, Kel est un petit peu embêté, Cooper aussi, même si on voit plus les sentiments de Kel, parce que ce Christo, il a
il étudie les phénix, mais en même temps, il donne de l'argent à l'association qui s'occupe de toutes ces courses et qui a la main mise sur l'île et qui, notamment, détruit les habitats, l'habitat des phénix. Donc voilà, on est un peu là-dedans, mais je pense qu'on va être dans beaucoup d'actions avec beaucoup de, voilà, beaucoup de courses, de comment ils vont appréhender leur course, comment Cooper va se faire accepter par le phénix qui s'appelle, est-ce que j'ai retrouvé son nom, Savita, voilà, il y a aussi avec eux, alors il y a le frère de Cooper qui s'occupe des relations publiques, et il y a aussi notre jeune femme, c'est Dera, je crois, je suis plus sûre, Dira, qui elle est une stratège, donc qui permet justement pendant les courses voilà, d'avoir des plans effectivement pour pouvoir doubler l'adversaire notamment. Il leur manque un technicien pour le moment qui s'occupe effectivement des selles, des gants, faut des selles, des gants spéciaux puisque les phénix en plus quand ils partent comme ça dans des courses, ils montent en tension et du coup ils deviennent carrément brûlants, donc c'est très dangereux. Donc voilà, il y a toute une partie technique aussi très importante. Ensuite, on va toujours au 8 janvier, sortira, c'est chez Scrinéo, le tome 1 de La Loi des Mers, la femme esprit de Marie Tétard. Alors, les esprits du passé ne murmurent jamais sans raison. Lorana a toujours été fascinée par les origines de son clan et de son peuple qui vit dans les montagnes sous la loi de leur matriarche. Lorsque Lorana est approchée par les Valvar, des femmes du savoir ancien et dotées de pouvoirs occultes, sa quête prend un autre tournant. Pendant l'un de ces rituels, elle est plongée dans une transe et entre en contact avec la femme esprit, une figure à l'aura envoûtante qui la pousse à transgresser les frontières entre les clans. Entraînée sur les traces d'un passé oublié, Lorana se retrouve investie d'une mission qui pourrait bouleverser l'avenir de son peuple et infléchir le cours de son destin. Voilà. Ça n'a pas l'air mal, moi j'aime bien ce côté effectivement matriarcal, le côté critique qu'il peut y avoir dessus aussi, et puis le dessin de cette jeune fille, et puis je vous avoue que j'ai tendance, cette fois-ci, j'ai pas mal éliminé de tous les livres qui parlaient de romance, à quelques exceptions près, mais voilà, j'ai envie de... Voilà, dès que ça parle de romance, alors je me dis des fois c'est bête parce que ça se trouve, il parle de romance et la romance va être vraiment dans l'ombre, mais en même temps, je pense que ça fait vendeur, donc on met qu'il y a une petite romance, et du coup, donc j'ai plus envie de romance, de romantaisie, j'en ai plus vraiment envie dans mes lectures, donc c'est un peu plus compliqué. Alors le 8 janvier toujours sortira le projet Akana de Marin Ledin chez Folio SF. Ce livre je l'ai lu il y a un moment parce que j'avais reçu des épreuves non corrigées, je crois par le biais de Babelio. Et ouais, donc je vais encore l'avoir quelque part, la couverture était blanche. C'était du fantastique ou réalisme fantastique dans un monde assez contemporain. Même si on est dans le futur. 2175, le dérèglement climatique a eu raison de la planète. Partout, les inégalités provoquent des explosions sociales. 12 adolescents à haut potentiel sont sélectionnés par le consortium européen pour une mission. Retourner dans le passé grâce à la technologie AR-ADN et au voyage temporel afin d'y trouver une terre promise à coloniser. Ce seront les îles Marquises. L'une de ces ados, Rim, rencontre le guerrier Moana à Nuku-Hiva en 1592. Pourront-ils s'aimer alors que le peuple de Moana est sur le point d'être asservi et anéantir dans le passé comme dans le futur? Quand le consortium rappelle les siens, l'adolescente manque à l'appel. Le consortium envoie alors ses forces spéciales pour éliminer le jeune couple et ses alliés. Bon, en fait, ça posait problème parce qu'effectivement, ces adolescents, ils retournent dans le passé au XVIe siècle, aux îles Marquises, donc ils rencontrent les premiers habitants, les autochtones. Et ils savent qu'ils vont être asservis, je ne sais plus par quel colon blanc, je ne sais plus par lesquels. Donc ils savent ils vont disparaître bien avant le XXIe siècle. Voilà, donc ça leur pose problème de conscience. Elle tombe amoureuse, elle ne devrait pas. Voilà, il y a plein d'autres choses qui rentrent en jeu. Ça restait du young adulte quand même. Oui, c'est bien, mais ça reste du young adulte. Il m'a manqué moi un petit quelque chose, je me rappelle, pour que j'adhère complètement, pour que ce soit un gros coup de cœur en fait. Voilà, il m'a manqué un petit quelque chose. Mais bon, après là, il est en poche, donc si vous êtes intéressé par le sujet, c'est tout à fait possible. Alors, le 8 sortira, celui-là je l'ai mis parce qu'il a l'air très particulier. Et puis là, je me suis enfin acheté des livres de cette autrice, parce que j'aimerais vraiment la lire. C'est Le visage de la nuit de Cécile Coulon. Et là, c'est aux éditions... Bon, j'arrive plus à lire. C'est pas Galmester, non, c'est l'Iconoclaste, je crois. Ça va être l'Iconoclaste.
Depuis qu'il a survécu à une fièvre mortelle, personne n'a vu son visage. Chaque nuit, l'enfant quitte le presbytère où il a été recueilli et s'enfonce dans les bois. Sous la lune, la forêt devient son territoire. Cette vie clandestine le protège du regard des autres. Alors qu'il entre dans l'adolescence, une jeune fille apparaît parmi les arbres. Elle ne ressemble en rien aux habitants de ce village perdu, hanté par des haines ancestrales. Mais elle aussi porte un secret et rêve d'échapper à l'avenir qui lui est promis. Je sais, Séverine de Il est bien ce livre, l'a reçu en service de presse, elle en a pas mal parlé. Alors apparemment le gamin, je crois qu'il se brûle au niveau des mains, je sais plus. Et son père fait appel à un rebouteux et apparemment, mais ça lui détruit complètement le visage. Donc son père l'abandonne plus ou moins, elle le laisse voilà, dans un presbytère. Et donc ce gamin, ouais, elle a lu les premières lignes qui décrivent le gamin. Il a juste 7 ans, ouais, il est vraiment, il est défiguré en fait. Donc c'était un petit peu tristoun quand même. Mais voilà, j'aimerais beaucoup découvrir cette autrice. Bon, je vais peut-être lire déjà ceux que j'ai lus et on verra après. Le 8 va sortir aussi en poche, donc chez PAL, la collection poche de chez Sabran et de Saxus, Lady Macbeth d'Avared. Je l'ai en grand format, je ne l'ai pas encore lu. Voilà, on va revoir la tragédie Macbeth de Shakespeare, mais du point de vue de son épouse. J'avoue que j'aimerais bien, moi, non pas relire, parce que je ne l'ai pas lu, mais lire Macbeth avant voilà, de lire Lady Macbeth, pour voir comment elle est traitée dans la pièce de Shakespeare, et voir son point de vue après, ce serait pas mal intéressant. Je voulais vous présenter aussi 2 autres livres, je crois qu'ils sont sortis le 7. Le tout premier, c'est un recueil de nouvelles de Robert E. Howard, Au-delà de la rivière noire, œuvre choisie, avec une nouvelle inédite, Les Vautours de Wappeton, que j'ai aussi en service de presse de la part de Bragelonne. Voilà, donc je ne savais pas Robert E. Howard, le nom disait quelque chose, mais je n'avais pas raccroché les wagons. C'est celui qui a créé Conan le Cimérien. Voilà, donc là c'est un recueil de nouvelles, il y a 2 nouvelles dedans avec Conan et après d'autres nouvelles qui se passent dans notre monde d'ailleurs. Et franchement j'ai bien aimé, c'est vraiment de la fantaisie épique, c'est-à-dire qu'il y a énormément de combats. Si vous n'aimez pas trop tout ce qui est combat, n'y allez pas, vous allez au bout d'un moment, vous allez en avoir marre, quoi. Mais c'est vraiment, ça tourne vraiment autour des combats, autour des guerriers. Il y a quelques guerrières aussi, mais c'était pas mal. J'ai eu un peu peur parce que Robert Howard, il est mort en 1936, donc j'avais peur que le regard sur les femmes, sur, sur les autres peuples soit un petit peu biaisé. Pas du tout. C'est vraiment très intéressant. Il a des propos aussi d'ailleurs sur la civilisation et sur la barbarie. Il dit pas que l'un est mieux que l'autre, hein. Il a vraiment, voilà, il casse un peu les préjugés, il les compare et c'était vraiment une réflexion que j'ai beaucoup aimée. Je vais vous présenter aussi Le tombeau de la comète de Élodie Portela-Vidal et Quentin Rigaud. Donc c'est aux éditions d'Argo dans leur label Combo, avec lesquels je suis partenaire cette année. Voilà, je l'ai reçu hier, c'est sorti le 7 janvier, j'ai reçu un petit peu en retard. J'ai été complètement prise dedans, j'ai adoré, c'est vraiment une pépite. En fait, on est dans un monde... Alors apparemment, il y a eu une catastrophe, mais à l'époque médiévale. Je vais vous enlever, alors j'ai enlevé les petits goodies qu'il y a dedans pour ne rien faire tomber. Mais apparemment, la catastrophe a eu lieu à l'époque médiévale, parce qu'on voit, voilà, il y a des espèces de fresques comme ça qui font penser à des tapisseries médiévales, mais ça c'est, apparemment, toute cette catastrophe s'est vraiment passée à l'époque médiévale. Sur ce coup, je me suis dit, bah, les humains sont revenus un peu comme au Moyen-Âge suite à cette catastrophe, mais en fait, non, c'est arrivé pendant le Moyen-Âge. Et en fait, une comète est arrivée sur Terre, voilà, elle a détruit beaucoup de choses, tué beaucoup d'humains. Et surtout, elle a donné naissance à ce qu'on appelle des chimères, notamment des animaux qui se sont transformés. On voit loin d'eux d'ailleurs, comme ça. Alors là, il est tout noir, mais dans le livre, ils sont très colorés, les chimères. Elles sont belles en fait, ces chimères, c'est très étrange. Et les humains, pour survivre, ils ont réussi à créer de grandes armures. Et alors, il faut être 3 pour pouvoir contrôler ces armures. Il faut une personne qui s'appelle... il y a le sang, le cœur et la peau. La peau, c'est la personne... Alors, il faut déjà avoir des capacités. Là, on voit d'ailleurs que l'une des héroïnes passe un test. Ils retrouve une espèce de pierre étoilée. Je pense que ça vient de la comète. C'est-à-dire qu'ils la réduisent en poussière. Ils sont 3 à passer le test pour savoir s'ils peuvent... si elles peuvent, voilà... posséder les pouvoirs donnés par cette pierre étoilée qui vient certainement de la comète.
Sur les trois, il y en a qu'une qui survit, Pélagie, les deux autres sont complètement détruites de façon assez hard. D'ailleurs, c'est assez violent quand même, hein. Il y a beaucoup d'humains qui meurent pendant tout le long du récit. Et voilà, et Pélagie va devenir une peau, c'est-à-dire qu'elle va être capable de construire cette armure. Il faut le sang. Le sang, c'est la personne... non, le cœur d'abord. Le cœur, c'est la personne qui va réussir à faire bouger l'armure. Et le sang, c'est la personne qui va lui donner des armes pour lutter contre les chimères. Et là, malheureusement, la communauté dans laquelle Pélagie vit, la communauté va devoir s'enfuir car il y a des chimères qui arrivent. Il y a déjà eu un village de détruit, donc elles vont devoir... Enfin, toute la communauté va devoir entamer un périple pour trouver refuge. Ils vont rencontrer des chimères sur leur chemin, d'autres personnes, d'autres armures, et puis aussi commencer à se poser des questions sur la comète elle-même. C'est une sorte de quête initiatique aussi, c'est très beau. J'ai beaucoup aimé les images aussi, elles sont très belles. C'est toujours assez épuré chez Combo, hein, mais en même temps, il y a vraiment de très belles couleurs. Ça, je ne vais pas vous le montrer parce que bon, c'est un petit peu spoilant, puis c'est pas la meilleure image. Vous voyez la construction un petit peu de l'armure. Voilà, ça commence comme ça, puis après, elle finit l'armure de cette façon. C'est incroyable. Et oui, il y a de très belles... il y a des créatures qui sont magnifiques. Alors, on a du mal à se dire... oh mon Dieu, ces créatures sont-elles si mauvaises? Et ils vont commencer à se poser des questions. C'est vraiment, ça a été une petite pépite. Je l'ai dévoré hier soir. J'ai vraiment adoré. Le 14 janvier va sortir toujours dans la collection Grimoire des Sabbats, le tome 4 Imolc. Alors c'est de Katie Aurin-Ferrella, j'ai du mal à prononcer son nom, c'est aux éditions Danae. C'est autour des sabbats voilà, qui existent maintenant, c'est en courant un peu witchy. Il y en a 3 qui sont parus, il y en a un sur Sowin, un sur... je n'ai pas retrouvé les autres. Non, pas Ostara, je sais plus, j'ai oublié. Mais c'est toujours la même qui les fait. Et c'est sympa parce qu'elle nous... Voilà, vous fêtez ou pas les sabbats, vous y croyez ou pas, mais il y a des recettes de cuisine, il y a aussi elle retranscrit aussi les anciennes traditions que les païens pouvaient avoir autour de ce sabbat. Donc c'est vraiment pas mal, j'aime beaucoup ces livres, j'ai les 3 premiers. Moi, je peux pouvoir vous les montrer, je les ai laissés en haut. Mais voilà, je ne vais peut-être pas l'acheter tout de suite, mais je pense que je vais le prendre pour continuer ma collection. Alors, le 12 janvier, donc c'était hier, est sorti de Profondis de Sam Tyler. Alors, je pense que ça doit être un auto-édité parce que j'ai pas trouvé de maison d'édition, j'ai qu'un tout petit résumé. En face du Palais des Papes, une île hantée par une bête et peuplée de fantômes. Une policière obsédée par sa promesse et le Ron, tumultueux, gardien de la vérité. J'en sais pas tellement plus. Voilà, je ne saurais pas vous dire. Alors ensuite on passe au 13 janvier, doit sortir le présage des oiseaux de Myriane Chirousse. Alors c'est aux éditions Le Soir Venu. Alors c'est une maison d'édition qui est raccordée aussi aux éditions Jouvence, Château d'Âme. Alors cette année je suis partenaire avec Château d'Âme. Ils ont renouvelé mon partenariat, donc j'étais vraiment très très contente. Et ils nous ont proposé, alors ils ont proposé aux nouveaux partenaires de recevoir un livre de leur choix de l'année dernière et aux partenaires actuels de recevoir un livre dans leur collection, leurs différentes collections Jouvence. Et moi j'ai choisi celui-ci parce que je pense qu'on va être dans de la fantaisie. Donc c'est sous le label Le Soir Venu, ça a l'air pas mal. À savoir aussi que Jouvence, ça appartient aussi au groupe Albin Michel, donc voilà, c'est un petit peu lié. Donc quand le royaume du Yannborn est subitement attaqué, Dame Illyria n'en croit pas ses yeux. Pourquoi le roi de Sassini brise-t-il aujourd'hui la paix conclue grâce à elle 18 ans plus tôt? A-t-elle commis une erreur? A-t-elle été trahie? Pendant 3 jours, alors que les assaillants livrent bataille et progressent jusqu'aux portes de la forteresse, la souveraine s'interroge et organise la résistance. Son passé lui revient par fragments, comme les pièces d'un puzzle. Petit à petit, les raisons secrètes de cette situation s'éclairent, révélant des vérités enfouies. Alors confrontée à ces ombres, Illyria n'aura d'autre choix que d'occuper enfin sa véritable place en prenant les rênes d'un pouvoir qu'elle n'avait fait qu'éplorer et en vivant désormais sans sacrifier les élans de son cœur. Voilà. Donc, ça a l'air pas mal, c'est celui qui me tentait le plus, donc je me suis dit, allez go. Là, je suis contente de... Ce livre-là, j'hésitais beaucoup à l'acheter.
Et là, il sort en poche. Donc du coup, j'ai moins hésité, parce que j'ai peur qu'il y ait trop de romantaisie, même si j'ai vu plusieurs avis et que des personnes ont dit non, il n'y a pas trop de romance malgré tout. Mais voilà, quand vous êtes bloqué sur un truc, hein, il n'y a rien à faire. Donc là, il sort en poche, c'est très bien, chez Hugo Poche. C'est le dernier conte, tome 1, Pomme d'or, de Alexia Thiel. En plus, le résumé me tentait beaucoup, donc, mais j'avais peur qu'il y ait trop de romance. Dernière fée encore en vie, Ariane doit sauver l'univers des contes, car la nuit approche et avec elle la mort de toute chose. Pour cela, il lui faut créer un nouveau conte, mais les héros n'existent plus. À court de solutions et de temps, Ariane débarque dans notre monde et enlève le premier homme un peu précontenable qu'elle croise. Trouillard et rêveur, Warren n'a rien d'un héros. Mais Ariane, guerrière redoutable et bien déterminée, a fait de lui un véritable prince charmant, même si pour cela elle doit découvrir la sombre vérité qui se cache derrière les contes. Voilà. Donc il y a ce côté ouais, anti-prince charmant, où c'est plutôt la femme qui est une warrior. Du coup, ça me tentait beaucoup, et en même temps, je me disais, bah ouais, il va quand y avoir une romance. Bon, là, du fait qu'il sort en poche, c'est déjà un petit peu plus intéressant. J'ai pas le prix de poche. Bon, je vais me permettre de boire un peu d'eau parce que c'est long de parler comme ça. Ensuite, le 14 janvier, Hachette Heroes ressort un Twisted Tale, le tome 20 pardon, qui s'appelle Soyez prête, de Farah Rochon, oui, c'est ça. Où là, par contre, on va suivre Nala. Hein, si vous vous souvenez du Roi Lion, Nala, c'est la petite copine de Simba. Et là, apparemment, après la mort, enfin, il pense que Simba est mort. Nala s'accroche à une rumeur selon laquelle le jeune lionceau serait peut-être encore en vie. Mais le voyage jusqu'à Garamba, le lieu où il se trouverait, est long et semé d'embûches, un périple que sa mère, très protectrice, ne la laissera jamais entreprendre. Une nuit, Nala s'éclipse en secret, mais sa confiance s'effrite rapidement, tandis que la troupe est en émoi face à sa disparition. Alors là, c'est pas noté sur le résumé, si c'est noté après. Elle va elle va s'allier avec Scar, donc le méchant dans le Roi Lion, pour pouvoir retrouver la trace de Simba. Je ne sais pas ce que ça va donner. Bon, je me dis pourquoi pas, le Roi Lion, c'est un film que j'ai bien aimé, que j'étais allée voir au cinéma avec ma soeur. Bon, pourquoi pas. Alors le 14 janvier sort aussi chez Rajo, Chronique de l'Argot, tome 1, Le sang et la mer, de Adrien Thomas. Alors je ne sais pas si on va être dans une réécriture des Argonautes. Oui, c'est ça. 4 mercenaires embarquent à bord d'un navire extraordinaire doté d'une technologie interdite. Ils doivent rapporter la toison d'or, une relique dissimulée au-delà des mers, dans une cité réputée inviolable. S'ils réussissent, le prince Jason, ils ont mis un i au lieu de Jason, c'est Jason, c'est pas grave, qui les a recrutés, pourra prétendre au trône d'Iolcos. Monstre avide de sang, concurrents sans scrupules, mutants et automates, les périls seront nombreux, d'autant que sous le pont, chacun cache son jeu et poursuit ses propres dessins. Je suis très curieuse parce qu'en fait, c'est une réécriture des Argonautes, mais avec apparemment de la technologie, donc il se passerait peut-être dans le futur un côté SF. Voilà, et bon, la plume d'Adrien Thomas, je ne crois pas l'avoir encore lu. C'est un auteur que j'aimerais aussi beaucoup découvrir. Pareil, le 14 janvier va sortir en poche, au livre de poche, La maison aux pattes de poulet. C'était de Genera Nethercott. Je l'avais reçu en cadeau, en grand format, et je voulais le sortir pour le challenge, peut-être pas le challenge de la crypte, ou le Cold Winter Challenge. J'arrive pas à remettre la main dessus. Et normalement, tous les Albin Michel Imaginaire, je les avais mis là-bas dans la bibliothèque qui est là. Mais alors, je suis en train de me demander s'il ne serait pas resté là-bas quelque part, en haut, tout en haut de la bibliothèque. Oui, parce que je mets même des livres en haut, c'est une catastrophe. Donc je me demande s'il n'est pas là. Donc on est dans une réécriture de la maison aux pattes de poulet, qui était la maison dans laquelle vivait la sorcière russe Baba Yaga, ou slave, c'est pas que russe, je pense que c'est slave. Voilà, si vous connaissez un petit peu l'histoire de Baba Yaga. Sauf que là, ça se passe à notre époque. Séparés depuis l'enfance, Bellatine et Isaac Yaga pensaient ne jamais se revoir. Mais lorsque tous deux apprennent qu'ils vont hériter de leur grand-mère ukrainienne, donc effectivement c'est pas que russe, ils acceptent de se rencontrer. Or il se trouve que leur legs n'est ni une propriété ni de l'argent, mais une chose bien étrange, une maison intelligente juchée sur des pattes de poulet. Arrivée de Kiev, ça doit être Kiev peut-être, foyer ancestral de la famille Yaga, Lisba est traquée par une entité maléfique. Lisba c'est notre nom pour dire maison en russe. Hein. Voilà, enfin, au cas où vous seriez un peu paumé comme moi. Alors, donc cette entité maléfique, ombre longue, qui ne reculera devant aucun acte de violence pour détruire l'héritage de Baba Yaga. Donc ça m'intéresse,
C'est une sorcière qui m'intéresse énormément, Baba Yaga, qui était toujours vue comme une vieille sorcière toute moche, méchante, affreuse et tout. Je sais pas si j'ai déjà parlé de la série, peut-être, ou vous avez vu passer la série de comics qui s'appelle Fable, où en fait vous avez tous les personnages des fables, des légendes, des contes de fées qui ont été obligés de fuir leur royaume et qui se sont réfugiés dans un quartier de New York à peu près à notre époque. Je vous le conseille, moi j'avais commencé à le lire parce que la bibliothèque où je travaillais on les avait, je me dis là maintenant on les a aussi là où je travaille, j'ai pas eu le temps de me replonger dedans. Bon puis à force j'étais bien avancée, c'est vrai que c'était un petit peu répétitif mais au début c'était génialissime parce que vous retrouvez des personnages hyper connus mais qui n'ont pas du tout la même mentalité, la même personnalité et n'ont pas le même rôle que dans les contes. Par exemple on commence Blanche-Neige et l'assistante du maire. C'est le prince charmant, le maire de ce quartier, je sais plus. Le prince charmant, c'est l'ex-mari de Blanche-Neige parce qu'il ne peut pas s'empêcher d'aller voir à droite à gauche. Voilà, et du coup, on a une autre vision aussi de Baba Yaga. J'ai vraiment adoré ce comics. Quand j'ai le temps, je le reprends parce que c'est vraiment génial. Ils les ont réédités aussi en petit format, donc à un prix beaucoup plus abordable parce qu'il y a quand même pas mal de tomes. Je crois qu'on doit être une vingtaine de tomes. Il y a le loup, mais là qui apparaît sous forme humaine. Un truc génial avec le loup. Enfin, franchement, j'adore cette série de comics, il faut vraiment que je reprenne. Et voilà, on avait une autre vision de Baba Yaga, et c'est vrai que j'avais relu l'histoire de Baba Yaga sur Internet. On parle aussi de Vassilia, je dis bien son nom, qui est une jeune fille qui ne vainc pas vraiment Baba Yaga. C'est une jeune fille qui est maltraitée par, alors c'est par la seconde épouse de son père, je ne sais plus très bien. Enfin, elle est maltraitée par ça doit être sa belle-mère. Et puis ses deux sœurs, ça fait un peu penser à Cendrillon. Et il l'envoie voir Baba Yaga pour lui demander je sais plus quoi. Donc sympa, hein, le cadeau pour se débarrasser de toi. Donc on va voir Baba Yaga. Et en fait, Baba Yaga, c'est quelqu'un, alors ça peut être quelqu'un de très cruel, mais c'est quelqu'un aussi qui aime rendre la justice. Et elle demande à Vassilia ce qu'elle veut exactement. Elle lui fait passer des épreuves. Et elle dit qu'au cœur pur et qui passe ces épreuves, elle l'accordera ce qu'ils veulent. Et effectivement, Vassilia va se révéler être un cœur pur, quelqu'un de bon. Donc, Baba Yaga va l'épargner, ce qu'elle ne fera pas forcément avec la famille de Vassilia. Je pense que ça doit être sa belle-mère et ses deux sœurs par alliance. Donc, voilà. Et elle fait ça, il y a d'autres personnages comme ça qui rencontrent Baba Yaga. Et selon effectivement ce que vous demandez, selon la façon dont vous le demandez et pourquoi vous le demandez, voilà, elle sera juste ou elle vous punira. Donc je trouvais que c'était une autre façon de voir Baba Yaga qui est toujours représentée comme une très méchante sorcière. Là, c'était plus sympa. Alors là, toujours le 14 janvier, j'avais hésité à le demander à Brajolon, mais je me suis dit, t'as déjà beaucoup de services de presse, ça attendra. Donc c'est chez Hauteville, hein, qui fait aussi partie de Brajolon. Les Sœurs du Nil, alors c'est de Rachel Louise Driscoll. Alors, sœur, rivale, protectrice. L'histoire envoûtante d'une déesse oubliée. En 1887, l'égyptomanie s'est emparée de l'Angleterre victorienne. C'est-à-dire la folie de l'Égypte, c'est vrai que l'archéologie, au départ, c'était des gens qui faisaient ça comme ça, quoi. C'est souvent des gens riches qui s'amusaient à aller faire un peu d'archéologie dans des pays où il y avait eu des civilisations anciennes, hein. Il n'y avait pas de diplôme, je pense, particulier. Voilà, il fallait payer le voyage, il fallait payer le matériel, il fallait payer les gens pour creuser tout ça. Donc c'est souvent des gens riches. C'était une sorte de hobby pour beaucoup, ce qui a donné des catastrophes. Puis c'est comme ils n'y connaissaient rien, ils y allaient avec leurs grosses mains et leurs gros pieds et ils ont détruit des trucs. Voilà, quand vous voyez la poterie par exemple, c'est des tout petits morceaux. Il faut savoir les reconnaître, les morceaux de poterie. Ça ne se fait pas comme ça. Et ça a donné quand même des catastrophes un petit peu, mais... Voilà, mais en même temps, ça a permis aussi, je pense, de créer ce métier d'archéologue, peut-être de lui donner ses lettres de noblesse et d'en faire quelque chose, voilà, qui est maintenant strictement surveillé et d'éviter d'abîmer et de piller les anciennes civilisations. Donc, je reprends. Nous sommes en 1887, en Angleterre victorienne. Discrète et réservée, Clémy est l'une des rares femmes à déchiffrer les hiéroglyphes. Lors d'une soirée consacrée aux reliques égyptiennes, Clémy lit une inscription sur une étrange amulette et semble ainsi déclencher une malédiction sur toute sa famille. 5 ans plus tard, la jeune femme décide d'aller en Égypte pour rendre cette funeste amulette afin de sauver sa sœur, dernier membre vivant de sa famille. Le jeu auquel elle se livrait enfant, mettant en scène les déesses sœurs Isis et Nephthys, a trouvé un écho dévastateur dans sa vie. Au fil de son voyage sur le Nil, elle croisera des alliés charmants ainsi que des ennemis inattendus et découvrira que la pire des malédictions n'est pas celle qu'on croit.
Donc ça a l'air pas mal du tout. Vous comprenez pourquoi j'étais voilà, j'étais tentée. On va parler de dieux et déesses égyptiens donc, et égyptiennes. Donc c'est vraiment très tentant. Celui-ci, alors, il sort en poche. Moi, je l'avais acheté d'occasion. Déjà, je n'ai pas encore eu l'occasion de le lire. C'est Lune rémanente de Masakuni Oda aux éditions Rivage. Donc là, ça sort chez Rivage Poche. Alors, c'est un recueil de nouvelles et il y a un court roman fantastique juste avant qui tourne autour de la Lune. Et je pense qu'après, les nouvelles vont être liées à ce roman, d'après ce que j'ai compris. Enfin, tout va être plus ou moins lié. Dans les 2 premières nouvelles de ce triptyque, un homme qui a le malheur d'apercevoir la face cachée de la Lune est réincarné dans le corps d'un parfait homonyme. Et une femme qui reçoit en héritage une pierre magique a le pouvoir de se transporter sur le satellite naturel de la Terre. Le court roman éponyme, Lune rémanente, se déroule dans un Japon dystopique. Une épidémie de sélénomania s'est déclarée. À chaque pleine lune, les contaminés deviennent agressifs et voient leur capacité physique et mentale démultipliée, puis finissent par mourir. Oui, bah je ne me souvenais plus, hein, je l'ai acheté il y a 1 an ou 2, je ne sais plus quand est-ce qu'il est sorti. Je ne m'en souvenais plus, mais voilà. Bon, du coup, je sais pourquoi je l'ai pris aussi. Là, je vous le mets. Alors, c'est un top 10, donc ceux qui, voilà, qui ont commencé, qui sont peut-être plus high fantasy, heroic fantasy en liste depuis des années, ont peut-être déjà repéré cette sortie, ont peut-être déjà tout suivi, ils sont peut-être à jour. Je ne l'étais absolument pas, donc je pouvais l'avoir en service de presse, comme ça un top 10, j'en avais lu aucun, je dis non, c'est pas la peine. Ce sont les archives de Rochard et c'est le tome 10, la partie 2 de Vent et Vérité. Je sais qu'il est attendu très fortement depuis très longtemps par tous ceux qui adorent Brandon Sanderson, les archives de Rochard. Bon, Brandon Sanderson, c'est décidément un des auteurs que j'aimerais aussi lire cette année, mais bon, il y a beaucoup d'auteurs que... Je voulais lire Morgane Court-Sérieux en 2025, je ne l'ai toujours pas fait. Il faudrait que je fasse une vidéo, je crois, avec les auteurs que je voudrais lire. Ce serait pas mal, faire une petite pile à lire, voilà, je veux lire ça, mais voilà, on y croit. Peut-être cette année, qui sait. En plus, pareil, Brandon Sanderson, je ne sais pas trop par quel bout commencer. Alors après, j'ai 1 ou 2 de ces projets secrets. Je me dis peut-être commencer par ça, parce que c'est des one-shots. Ce serait plus simple que de recommencer une saga. Toujours le 14 janvier, sortira le nouveau roman de Bleuhen Guillou, La mémoire des vaincus. Donc c'est chez Didier Jeunesse. Donc à Novi Zora, tout s'achète, même les souvenirs. Voilà 14 ans que la nation, vaincue par Mirchka lors d'une guerre sans merci, vit dans la honte et la misère. Anastasia connaît bien la valeur de la poussière mémorielle. Elle a vendu son passé pour devenir voleuse de souvenirs. Ses missions de plus en plus dangereuses l'amènent jusqu'au Parlement des 30. C'est là que Lev compte trouver sa place en gravissant les échelons politiques, aidé d'un mentor anonyme. Contrairement à ses traîtres de parents, effacés de toutes les mémoires par le châtiment de la damnatio memoriae, il entend marquer l'histoire en restaurant la gloire de sa patrie. Mais dans les coulisses du Parlement, les souvenirs les plus précieux attisent les convoitises. Quand les échos du passé se heurtent aux ambitions de l'avenir, il faut parfois se méfier de sa propre mémoire. Moi, j'avoue que j'ai très envie, j'aime bien Bleuhen Guillou en plus, j'aime bien ses romans, mais j'ai encore celui de l'année dernière qu'elle avait sorti chez Didier Jeunesse que je n'ai pas encore acheté, donc je vais pas, même si le sujet a l'air complètement différent ici, je vais attendre un petit peu parce que ça... voilà, j'en accumule trop, donc je vais attendre de lire son précédent roman. Celui-ci, par contre, il me tente de ouf. Bah, rien que la couverture, déjà. C'est Wolf Food, c'est de Marianne Baer chez Ozu, c'est pas facile à dire. Voilà, cette couverture, elle est superbe, quoi. Elle est magnifique. Voilà. Et puis on va être dans un conte de fées, je pense qu'on va être dans une réécriture de Petit Chaperon Rouge. Tuer le loup. Indigo et sa mère Zoé sont sur le point de tout perdre. Il ne leur reste presque rien de la fortune amassée par Zoé avec Wolf Food, sa célèbre série de peintures inachevées. Pour les sauver, Indigo décide de finir elle-même les derniers tableaux de sa mère. Mais ces toiles envoûtantes ne sont pas inoffensives. Qui sont les jeunes filles qui évoluent dans le tableau? Qui est le loup qui les poursuit parmi les monstres et les plantes vénéneuses? Pourquoi Indigo n'a-t-elle aucun souvenir des moments où elle peint? Plus les peintures progressent, plus les événements étranges se multiplient, jusqu'à ce que les dangers sortent de la toile. Alors, je ne sais pas si on va être dans une... Parce que, voilà, il y a le loup, elle est en rouge, mais il y a cette idée aussi de toile vivante. J'avoue que ça me tente à mort. Oh là là, j'ai encore craqué mon... je devrais pas, même pour mon propre bien, je ne devrais pas faire ces vidéos-là. C'est une catastrophe. Le 15 janvier va sortir Margot, la sorcière, sans façon d'échapper au bûcher. C'est de Pauline Éluère, c'est aux éditions Syros et c'est un livre-jeu dont vous êtes le héros. Vous devez passer plusieurs étapes
pour, voilà, pour réussir à vous en sortir. Je pense pour éviter le bûcher. Ouais, c'est ça. Tu es Margot et tu vis en 1563. Intrépide et ambitieuse, tu partages la détermination des sorcières de ta famille. Tu es Margot, surnommée la folle par les villageois voisins. Dans ta famille, vous êtes sorcière depuis toujours et tu veux te montrer digne de ta lignée. Ton ambition, révolutionner l'histoire de la médecine grâce à un sortilège inédit. Pour cela, il te faut d'abord atteindre le sabbat de Woodstick, le grand congrès annuel de sorcellerie. Tu dois emmener avec toi le petit Woody, un enfant surgi de nulle part qui persiste à te coller au soulier. Gare à toi car le chemin est semé d'embûches. En 1563, la peste fait des ravages, les procès en sorcellerie se multiplient et une nouvelle guerre de religion menace d'éclater. Voilà. Donc il y a plus de 100 aventures et 23 dénouements. Je l'attends, celui-là, je l'ai demandé à Syros. Je suis curieuse. Ça va me rappeler ma jeunesse quand je faisais les livres dont vous êtes le héros. Je pense que vous êtes à peu près de la même génération que moi, vous avez dû connaître. Ils en refont de toute façon, même les gens plus jeunes, ils en refont sous d'autres formats, des fois sur des formats d'albums illustrés, tout ça. Mais ça revient, c'est super. Alors celui-ci, mince, je l'ai laissé en haut, mais je l'avais avec moi. Bon, bah c'est pas grave, je vais pas pouvoir me... ouais, bah, vous le verrez dans un vlog, je l'ai laissé en haut. C'est La brume sous les tures, tome 1, Les flammes illusoires. Alors, c'est de Sandy Bizot-Zero, c'est chez Gulfstream. Je l'ai reçu aussi en service de presse. Ah, d'ailleurs, je vois qu'il sort que le 15. Donc, j'ai encore un petit peu de temps pour le lire, donc c'est bon. Du coup, je ne sais pas si j'ai le résumé, si je l'ai. Alors, les étudiants qui s'initient à la magie des illusions ont l'interdiction de quitter les tours. Dans le royaume d'Elgar, en effet, les illusionnistes constituent une caste dont la population se méfie. Et pour cause, avec eux, comment distinguer la réalité des illusions qu'ils génèrent? Lorsque la reine Althea congédie son illusionniste royal, je vais m'amuser avec le mot illusionniste, je le sens, Effet n'a plus qu'un seul objectif, le remplacer. Pour elle, c'est en effet la garantie d'être reconnue officiellement par la gardienne des tours, dont elle est secrètement la fille. Oui, parce qu'apparemment, dans l'école, ce qui est marqué sur la 4e de couverture, dans l'école où il y a ces illusionnistes, les enfants qui sont là-bas ne savent pas qui sont leurs parents. Je ne sais pas pourquoi, est-ce que c'est interdit, mais bon, elle apparemment, elle sait qui est quand même sa mère, donc elle aimerait la connaître, évidemment. Et là, cette haute fonction convoitée par une brillante étudiante. Vive, qui est aussi sa meilleure amie. Rivaliser avec elle relève de l'impossible, sauf à braver un interdit, plongé dans les brumes d'irréalité. Pourtant, quand Vive lui avoue qu'elle a brisé ce tabou pour devenir la plus talentueuse des illusionnistes, Effet décide de s'y rendre à son tour, ignorant le danger. D'accord. C'est marrant, c'est pas tout à fait le même résumé que sur la 4e de couverture du roman. Celui-ci, il est à la fois, je trouve, contemporain, enfin, il va parler de sujets d'actualité, le harcèlement. Et en même temps, il y a un petit côté SF. C'est aussi, c'est Scrigno, je crois. Ah, je ne l'ai pas renoté. C'est La place de l'autre de Arthur Ténor. Il me semblait que c'était Scrigno, mais j'ai un petit doute. Une fable puissante sur la violence et la rédemption. Une intrigue à la Orange Mécanique qui tourne bien. Kevin, un adolescent de 15 ans au comportement délinquant, est jugé pour ses actes et accepte une alternative à l'incarcération. Participer à un programme expérimental utilisant l'IA et la réalité virtuelle. Plongé dans la simulation qui s'adapte en fonction de ses actions. Kevin revit des moments de sa vie et subit des actes de harcèlement similaires à ceux qu'il a infligés à d'autres, notamment à Rémi Bastiani, aujourd'hui hospitalisé par sa faute. Cette immersion lui fait ressentir la douleur et la vulnérabilité de ses victimes. Est-ce le début d'une prise de conscience, d'une rédemption? C'est pas trop bon. Ça n'a pas l'air mal parce que il y a un côté SF avec l'IA, la réalité virtuelle, puis apparemment en même temps on va parler de sujets d'actualité, donc je trouve ça pas mal du tout. Je trouve que c'est vraiment un sujet très intéressant. Bon, je reprends après une petite pause parce que c'est vrai que c'est long de parler beaucoup comme ça. Donc le 15 janvier sortira aux éditions Faute de frappe en son nom de Frédéric Livins. Donc c'est une maison d'édition qui est dans le Nord d'ailleurs et spécialisée notamment dans l'horreur. Et Frédéric Livins a écrit aussi pas mal de livres d'horreur. Donc leur voyage en Italie devait être idyllique, mais lorsqu'un écrivain et sa compagne croisent la route de la déesse ctonienne, là je vais m'amuser, entre la déesse ctonienne Tushulka, je ne sais pas. Dans un village isolé, tout bascule. Le piège se referme sur eux et la terreur insidieuse et rampante envahit bientôt l'endroit. Je ne connais pas cette déesse, on va l'appeler Tuchu, ça va être plus simple. Je ne connais pas du tout cette déesse, je marquais c'est italien, ça peut plutôt penser à des résonances un peu genre aztèque ou maya, mais alors pas du tout. Peut-être que c'est une déesse inventée. Bon, en tout cas, le livre a l'air pas mal, c'est pour ça que je l'ai mis, parce que
J'aime bien, moi, quand il y a des esprits comme ça, un peu vengeurs qui arrivent, c'est très bien. Donc, le 15 janvier va sortir chez Neptune la collection poche de La Talente, un roman de Ursula K. Le Guin, Lavinia. Alors, comme Hélène de Sparte, j'ai causé une guerre. La sienne se fut en se laissant prendre par les hommes qui la voulaient, la mienne en refusant d'être donnée, d'être prise en choisissant mon homme et mon destin. L'homme était illustre, le destin obscur, un bon équilibre. Dans l'Énéide, Virgile ne la cite qu'une fois, jamais il ne lui donne la parole. Prise dans les filets du poète qui n'écrira l'épopée des origines de Rhodes que des siècles plus tard et sans avoir le temps de l'achever avant sa mort, Lavinia transforme sa condition en destin. Donc c'est la femme d'Énée. Oui. De ce qui sera écrit, elle fait une vie de son choix, et cela dans la douceur amère et la passion maîtrisée que suscite son improbable position. Elle se veut libre, mais tout est dit. Voilà. Donc, donc Lavinia, c'est l'épouse d'Énée. Alors, Énée, c'est un prince troyen pardon, qui a fui Troie après la chute de Troie. Et il est considéré comme le fondateur, enfin un des fondateurs, c'est vrai, il y a Romulus et Rémus, mais un des fondateurs le fondateur de Rome. Voilà, et c'est vrai que Ovide avait repris toute son histoire dans l'Énéide. Non, c'est pas Ovide, c'est Virgile, je me trompe. C'est Virgile. C'est fou ce que. Voilà, c'est des trucs que je savais par cœur. Et en vieillissant, Virgile, voilà, Virgile, l'Énéide, c'est Virgile. Voilà, et c'est vrai, je ne savais même pas qu'il avait. Si, je me doutais qu'il avait une épouse. Alors, moi, je me souviens que quand il fuit Troie, il emmène avec lui son père est très âgé, donc il ne peut plus marcher, donc c'est un véritable héros aîné. Oui, je suis un peu sarcastique quand je dis ça, mais je vais vous dire pourquoi. Il emmène sur ses épaules son vieux père qui ne peut plus marcher, ses enfants, sa femme. Sa femme, il la pomme en route. Nulle part il est écrit qu'il repart pour la chercher, pour savoir ce qu'elle devient. Non, il embarque son père sur ses épaules, mais il laisse sa femme. Je ne sais pas si c'est sa seconde épouse ou si c'est une variante de la légende, mais moi, ça m'avait... Je dirais ça, je dis, ah ouais, sympa, tu prends ton père sur tes épaules, mais ta femme, t'en as pas grand-chose à fiche, quoi. Ça, déjà à l'époque, ça m'avait un peu marqué. Je sais pas si c'est une autre épouse qui l'a vu, j'en sais rien. Alors, apparemment, elle veut écrire son propre destin, mais elle va se marier avec un homme tellement illustre que je pense qu'elle va rester dans l'ombre, la pauvre. Et le 15 janvier va enfin sortir en poche chez Lumen, La vie invisible d'Adi Larue de Vie Schwab, dont on entend parler depuis des années, que je n'ai toujours pas lu non plus. On suit Adi Larue qui, alors je ne sais plus en quelle année elle est née. Elle est de quel siècle? 1714, nuit de 1714, elle refuse le destin qu'on lui prépare, c'est-à-dire être mariée de force à un homme plus âgé, et elle passe un pacte avec le diable ou avec... oui, c'est ça, avec le diable. Et donc, il lui permet voilà, d'échapper à cette vie. Il lui donne l'immortalité, mais malheureusement, jamais personne ne se souviendra d'elle. C'est-à-dire qu'elle va parler avec quelqu'un. Si elle le revoit 2 secondes après, la personne ne se souvient pas d'elle. Voilà, elle ne reste marquée. Voilà. Comment voulez-vous faire une famille, des amis? Enfin, c'est horrible. Sauf qu'un jour, elle rencontre à notre époque un jeune homme qui, lui, va se souvenir d'elle. Donc voilà, j'en sais pas plus. Il paraît que c'est assez contemplatif. J'ai eu quand même pas mal de bons retours dessus. Donc c'est vrai que c'est le roman, je pense, de Vie et Schwab dont on a le plus entendu parler. Celui-ci, c'est pareil, je l'avais en bon format, j'aurais pu vous... Mais c'est pareil, je l'ai laissé en haut. C'est Noires sont les âmes perdues de Oriane Dardre aux éditions Naos qui va sortir le 21 janvier. Donc je l'ai déjà lu aussi. On est en 1919, donc au lendemain de la Première Guerre mondiale et en pleine épidémie de grippe espagnole qui a... En ce moment, il y a eu la guerre, mais la grippe espagnole a fait aussi des millions de morts. Et on va suivre Adèle qui est seule, enfin plus ou moins seule dans les rues de Paris. Ses parents étaient des arnaqueurs, tout comme elle et son frère. Sa mère est morte il y a longtemps, son père est mort à la guerre. Son frère a fait la guerre, il en est revenu avec... en boitant, mais surtout avec des grandes séquelles psychologiques. Il n'arrive plus à sortir de chez lui, il fait des cauchemars. Enfin, voilà, il est complètement traumatisé et Adèle continue à monter plein de combines et rêve de faire un gros coup pour pouvoir les mettre à l'abri financièrement, elle et son frère, et pouvoir soigner son frère. Et puis, lors d'une de ces combines, elle va se retrouver nez à nez, enfin, elle va se retrouver dans les catacombes de Paris, elle va se retrouver nez à nez avec ni plus ni moins qu'un vampire. Voilà, et on va suivre toutes leurs histoires. Leur histoire. C'est un récit très sombre. Hein. Alors c'est la collection Young Adult de Naos, mais ça reste toujours très sombre.
C'est un bon roman, j'ai beaucoup aimé. C'est vraiment très sombre parce qu'on est dans une période qui est très lourde, hein. C'est vrai que la Première Guerre mondiale qui a tué des tas de personnes, des millions de personnes, et notamment des jeunes hommes. Ceux qui en sont revenus en sont pour la plupart traumatisés. Derrière ça, ils se tapent une épidémie du feu de Dieu. C'est vrai qu'à côté, le Covid, c'est de la petite bière, hein, c'était rien du tout. C'est horrible, quoi. Donc voilà, puis Adèle qui sait, alors c'est vrai qu'elle commet des actes qui sont quand même assez répréhensibles, mais en même temps on comprend, et puis on comprend sa haine des bourgeois qui voilà, qui n'ont pas eu forcément à aller combattre sur le front, qui sont dans la richesse, qui n'ont pas de soucis, voilà, alors que son frère, il mériterait d'aller soigner aussi bien son genou que sa tête, et enfin que son esprit, et elle peut pas parce qu'ils n'ont pas les moyens. Une de leurs voisines, elle a 4 ou 5 enfants, son mari est mort à la guerre, alors elle a une pension de guerre avec laquelle elle peut à peine vivre, enfin c'est scandaleux, donc on comprend toute sa colère, quoi. Et puis il y a voilà, cette rencontre avec ce vampire, alors là c'est l'anti-Édouard, hein. On n'est pas du tout dans Twilight, hein, je vous le dis tout de suite, on est vraiment dans un vampire qui est assez effrayant au début quand même, hein, parce qu'il y a beaucoup de temps qu'il n'a pas bu de sang. Donc qui est quand même un prédateur et qui a besoin de prendre du sang. Donc on va apprendre, connaître aussi l'histoire de ce vampire, comment il a été transformé en vampire. Et on va suivre Adèle aussi dans les rues, les quartiers très riches de Paris, comme les quartiers les plus pauvres. Et ça a vraiment été une bonne lecture, enfin, comme souvent chez Merveilleuse de toute façon. Alors là, c'est un livre qui, à la base, était sorti en auto-édité. Je dois avoir le tome 1 d'ailleurs. Et là, il ressort chez Olympe. C'est le livre 1 de Terre des Ombres, la Nation des Bulles de Josepha Juillet. Alors, les humains ont érigé les bulles, immensité de verre pour se protéger des ombres. Ces créatures peuvent apparaître partout où la lumière faiblit, et il suffit d'un seul contact avec elles pour perdre la vie. La nuit est devenue synonyme de terreur. Le moindre défaut d'éclairage, un danger. Seules les chuchoteuses, capables de comprendre le langage des ombres, pourraient mettre fin à cette guerre perpétuelle. Mais des chuchoteuses, il n'y en a plus, jusqu'à ce que les ombres désignent Adèle. Arrachée à sa routine, elle est aussitôt envoyée en formation auprès de Ben, archiviste aussi secret qu'exaspérant, et de Léo, sergent au charme solaire. On attend d'elle qu'elle obéisse, qu'elle se plie aux décisions de l'impératrice et reste sous son contrôle. Mais Adèle n'a jamais été du genre à suivre les règles les yeux fermés, et elle sait que tout le monde a quelque chose à cacher, même en pleine lumière. J'avoue, c'est intéressant ce monde post-apocalyptique, je pense, et voilà, faut se méfier des ombres. Alors celui-ci, bah, il va clore une trilogie, je l'ai mis parce que j'ai lu les 2 premiers, c'est la trilogie de Licanius de James Islington, Le bord du monde, donc ça sort chez les éditions Léa dans leur collection poche Magic. Voilà, j'ai beaucoup aimé. Alors le premier tome, je disais tiens c'est pas mal pour commencer la fantasy, enfin la high fantasy. Le second tome, ouais, commencez peut-être pas par ça si vous voulez commencer la high fantasy. J'ai adoré, hein, c'est pas le problème, hein, mais c'est très intense. Il y a énormément de personnages, énormément de lieux, mais c'est aussi très prenant. À la base, on suit 3 élèves. Alors, la magie est très mal vue dans ce monde, puisque les détenteurs de pouvoirs magiques en ont abusé. Et les enfants, enfin les jeunes qui ont ces dons sont plus ou moins enfermés dans une académie. Et ils doivent passer, il y a un rite de passage pour voir s'ils savent contrôler leurs dons. Et le personnage principal, malheureusement, échoue. Bon, il va lui arriver des tas de choses, à lui, à son meilleur ami et à sa meilleure amie aussi. Et ils vont se retrouver mêlés à des complots politiques. Et puis, il y a aussi ce danger qui reste là, que personne ne croit au début. C'est-à-dire qu'il y a des siècles de ça, les mages ont mis en place une sorte de muraille pour empêcher un homme qui dirigeait des démons d'envahir leur monde. Sauf qu'apparemment, il commence à y avoir des villages, on retrouve 2-3 villages massacrés, des cavaliers qui ont l'air étranges, c'est-à-dire qu'ils sont vêtus de noir, on voit que leurs yeux rouges. Il commence à se passer des choses très étranges et ça a l'air de venir de la muraille. Donc est-ce que la muraille est en train de se fendre? Est-ce que voilà, le chef de ces armées démoniaques est en train de revenir? C'est pas mal. Et il y a un jeu aussi avec le temps. Il y a beaucoup de jeux avec la temporalité, c'est-à-dire que des fois le personnage se retrouve dans son monde, mais à un instant qui est figé dans le temps. Il voit aussi des images du futur, du passé. Enfin voilà, il y a pas mal de jeux. Il y a un second personnage masculin aussi très important.
C'est pareil, au début, quand on le découvre, il a perdu la mémoire, ça va lui revenir petit à petit. Bon, évidemment, il va se passer plein de choses. C'est vraiment, j'ai beaucoup aimé, mais c'est vrai que c'était intense, il fallait quand même pouvoir le suivre. Donc là, bah, c'est toujours chez Magic, chez Léa, va sortir en poche L'ombre des dieux, tome 1, la confrérie du sang. Voilà, donc John Green, bah, lui c'est voilà, c'est pareil, c'est de la high fantasy mais d'inspiration viking. Là encore, il y a beaucoup de personnages. Celui-là, j'ai lu le tome 1, je n'ai pas encore lu le 2, je sais plus. Parce que il a deux. Ah non, il y en a une, c'est pas une trilogie, c'est une tétralogie, mais voilà, j'en ai plusieurs. Et c'est pareil, ça faisait un peu partie de mes résolutions de cette année de finir au moins la confrérie du sang qui est en 3 tomes. Voilà. Et je vois là, ils sortent déjà le tome 1 en poche, donc c'est bien. En plus, pour avoir déjà reçu des services de presse de chez Magic, les livres sont très gros. Ils coûtent un peu plus de 10 euros, entre 10 et 11 euros, mais franchement, les marges ne sont pas très grosses, l'écriture est assez fine. Alors c'est vrai que le confort de lecture est bon, c'est un peu. Bon, ça se lit quand même, hein. Moi j'ai eu des problèmes aux yeux, j'arrive quand même très bien à lire. Mais franchement, je trouve qu'ils n'abusent pas du tout sur le prix de leur poche et c'est vraiment intéressant. Et bon, voilà, ça permet de découvrir des. Moi j'ai adoré découvrir John Gwynne, c'était l'année dernière ou c'était il y a 2 ans, je ne sais plus. Mais franchement, oui, j'ai envie de dire, si vous aimez la high fantasy, en plus d'inspiration comme ça, scandinave, viking, avec des dieux, avec des guerriers, des guerrières, enfin, allez-y, allez-y, c'est juste super. Va sortir en poche aussi, mais je dois l'avoir en grand format celui-ci, c'est Grand Passage de Stéphanie Leclerc chez PKJ. Dans un village coincé entre une forêt et une autoroute, un adolescent voit des animaux supposés morts. Loris est heureux à Grand Passage au bord de l'autoroute où sa mère travaille. Pourtant, depuis l'enfance, il perçoit des phénomènes étranges. Autour de lui, des animaux morts s'animent. Un beau jour, c'est le fantôme de son grand-père qui vient lui parler. Peu après, son ami Lali disparaît subitement. L'effroi s'abat sur la vallée lorsque son corps est retrouvé près de l'autoroute. Tandis que la communauté de Grand Passage se verrouille, Loris multiplie les rêves inquiétants. Celui-là, bon, je crois que je vais l'avoir en grand format parce qu'il me tentait beaucoup. Pourtant, c'est PKJ, hein, donc c'est du young adulte, mais bon, ça a l'air d'être quand même assez sombre. Là, on va retourner. J'allais dire une bêtise. Je pensais que c'était chez Gulfstream, mais non. Echo, mais Echo, c'est pas une des collections Gulfstream, je ne sais pas. Enfin bref. Le Spectre de Paris, Maléfice et Révolution de Johan Elliott qui sortira le 22 janvier. Alors je me demande si c'est pas la collection Echo de chez Gulfstream, mais je vous dis peut-être une bêtise, je ne suis pas sûre. Donc on suit une cambrioleuse intrépide qui mesure mal les conséquences de ses actes, une ville de Paris où cohabitent depuis 2 siècles des humains avec des créatures issues d'un mystérieux envers-monde, une relecture très originale de la Révolution française de la prise de la Bastille, par un auteur qui s'est mêlé avec brio la fiction la plus débridée avec la grande histoire. Paris 1789. La Spectre, ombre agile qui se faufile dans les rues de la capitale la nuit venue, a accompli l'impensable exploit de voler le célèbre diamant appartenant au dragon roi. Cette créature de l'envers-monde, apparue sur l'île de la Cité il y a 200 ans, envoie alors son plus fidèle lieutenant à ses trousses, l'impitoyable Javoc. Mais la Spectre est également traquée par le Défuncteur, un assassin de sinistre réputation engagé par la terrible guilde Malandrine qui ne supporte aucune concurrence. Enfin, elle est aussi recherchée par Ambroise de Rubinval, un jeune scientimage qui regrette d'avoir aidé la guilde à la localiser. Qui sera le plus habile à retrouver cette insaisissable voleuse? La réponse est sans importance, car ce que tout le monde ignore, c'est que le crime qu'elle a commis pourrait bien précipiter l'humanité dans le chaos. Ça a l'air pas mal du tout, hein. Franchement, ouais, franchement, ça me tente bien celui-là. Pourtant, je suis pas. La Révolution française, c'est pas ma période préférée de l'histoire, mais là, celui-là tente bien. Alors, celui-ci, j'ai pas d'image disponible, peut-être que j'en aurai une. Bon, vous le saurez quand vous verrez la vidéo. C'est le dernier roman de China Miéville, le livre d'ailleurs. Et est-ce que j'ai la maison d'édition? Je n'ai même pas la maison d'édition. Bon, c'est pas grave. Alors B, le Berserker est un guerrier immortel qui a traversé les âges sous divers noms. Lassé de l'éternité, il passe un marché avec une unité militaire américaine, échangeant ses services contre la promesse de redevenir mortel. Lorsqu'un soldat revient à la vie, B comprend qu'il n'est plus le seul à défier la mort. Bon, voilà. Chez Namavi, j'avais lu, je ne sais plus, il y a très très longtemps, un de ces romans qui était plutôt de la SF. On avait 2 villes qui vivaient en même temps, en parallèle. C'était très étrange. C'est très décalé. J'avais bien aimé. Donc celui-là, je ne sais pas.
Surtout que j'ai pas beaucoup d'infos dessus. Le 28 janvier va sortir la suite de What the River Knows, Les Secrets du Nil, tome 2, Where the Library Hides, où la bibliothèque se cache, je suppose. Donc c'est de Isabelle Ibanez, et on suit toujours la même héroïne qui dans le tome 1, ses parents étaient égyptologues et ils décèdent, et elle décide de se rendre en Égypte pour savoir ce qui leur est arrivé. Elle se heurte un peu à un autre jeune homme qui ne veut pas trop qu'elle mette son nez dans ses histoires. Voilà, ça n'a pas l'air mal. Il est dans ma wishlist, mais voilà. Je ne vais pas trop vous en dire du coup. Non, je n'ai pas le temps de vous lire le résumé du tome 2 pour pas que ça spoil au cas où vous n'auriez pas lu comme moi le tome 1. Ensuite, celui-ci, je devrais le recevoir en service de presse. Il est aussi sorti en poche, c'est le livre de poche, c'est Holly de Stephen King. Voilà, alors le problème, c'est que je n'ai pas lu les 2 premiers tomes. Je ne sais plus, parce qu'il y a Monsieur Mercedes, je crois, dedans. Je ne sais plus. Il y a Monsieur Mercedes, il y a les carnets noirs. Enfin, je sais qu'il y a toute une série Stephen King. Je retiens pas. Après, je me dis, il suffit d'aller voir sur Internet et puis ils vont me dire dans quel ordre ça se lit. M'étonnerait que j'ai le temps de lire les 2 premiers tomes avant de, avant de lire celui-ci. Alors, apparemment, Holly est un personnage récurrent avec Monsieur dans les romans, enfin, la trilogie ou tétralogie de Stephen King, Monsieur Mercedes, mais je crois que c'est une enquêtrice et je crois qu'elle a un TSA, un trouble du spectre autistique. Voilà, donc je ne sais pas trop, tant pis, si j'ai pas le temps de lire, je commencerai par celui-là. Holly Gibney de l'agence de détective Finders Keepers. Finders Keepers. Finders, c'est to find, c'est trouver, Keepers, c'est garder. Trouver, garder, c'est rigolo. Les trouveurs et gardeurs, enfin je pense. J'arrive à bien traduire, c'est rigolo comme nom. Est censé être en congé, mais il lui est impossible de refuser la demande d'aide désespérée de la mère de Bonnie. Puis elle découvre une seule boucle d'oreille à proximité de l'emplacement du vélo abandonné de Bonnie. À quelques pâtés de maison de l'endroit où Bonnie Dahl a disparu vivent les professeurs Rodney et Emily Harris. Ils sont l'image de la respectabilité bourgeoise des universités semi-retraitées à vie. Mais ils cachent un terrible secret dans le sous-sol de leur maison bordée de livres. Bon, je ne vais pas en dire plus. Alors, je sais que quand il était sorti, beaucoup de gens aiment ceux qui ont lu voilà, la série de Stephen King, aiment beaucoup le personnage de Holly. Enfin, voilà ce que j'en ai ressorti moi. Mais apparemment, le livre sans plus, quoi. Donc, je ne sais pas. Donc, je me ferai ma propre idée. Ah oui, celui-ci, il me tentait bien. C'est chez De Saxus, Sous une mer déchaînée. Alors, le nom de l'autrice, c'est De Elisabeth. C'est très étrange, c'est DE et plus loin, le prénom Elisabeth. Je ne sais pas, c'est étrange. Alors, au commencement, une fille chuchotait à l'océan. Il y a 13 ans, le frère jumeau de Briard a disparu, englouti par l'océan. Hantée par sa mort, la jeune fille est convaincue qu'elle subira le même sort. Lorsque Finn, son meilleur ami, se volatilise à son tour, seul Briard et ses amis se souviennent qu'il n'a jamais existé. Elle se tourne alors vers Morgane, sa pire ennemie et sorcière supposée, qui est aussi l'unique personne à connaître son plus grand secret. Aux prises avec les tourments de son passé, Briard découvre que ses disparitions sont liées à l'étrange histoire de sa ville natale. Dès lors, elle comprend que plus aucun habitant de Lock Creek n'est à l'abri de ce sort funeste, car un sacrifice doit être accompli et l'ombre malfaisante tapie sous la mer réclame ce qu'on lui a promis. Alors, je me suis demandé, quand on parle de Morgane, de sorcière, je me suis demandé si c'était la Morgane, un rapport avec la Morgane des cycles arthuriens. Je sais pas trop. Voilà, ouais, cette histoire de jumeaux disparus et puis de gens qui disparaissent et dont on ne se souvient pas, ça m'avait pas mal plu quand même. Bon, après, je sais que De Saxus, il les sort en poche, donc bon, peut-être pas tout de suite, mais j'attendrai peut-être de l'avoir en poche. Alors celui-ci, rien que le titre, c'est pareil, c'est de Saxus. Rien que le titre, ça me donnait très envie. Et les dévoreurs de livres, alors, je ne vous ai pas dit, le précédent, tous les deux, ils sortent le 29. Ouais, pourtant, c'est De Saxus tous les deux. Et ils sortent tous les deux le 29 janvier. Alors, j'ai une collègue qui m'a dit, en fait, je ne sais pas si vous voyez, normalement, je ne sais pas si vous verrez sur les couvertures, mais des fois, vous avez juste, sur la couverture, des fois, c'est marqué De Saxus, tout en bas. Et des fois, c'est juste marqué DS. Et quand c'est DS, je crois que c'est un petit peu plus young adulte. C'est ce que m'a dit ma collègue. Ou alors, c'était l'inverse. Mais en tout cas, voilà. C'est pour ça que des fois, vous avez que DS. Et des fois, vous avez De Saxus. Bon. Parce que là, je pense que l'héroïne est assez jeune quand même dans le précédent, Sous une mer déchaînée. Ouais, 13 ans. Non, c'est son jumeau qui a disparu il y a 13 ans. Ouais, donc, je ne sais pas. Ils disent jeune fille. Donc, je ne sais pas trop.
Mais en tout cas, ils sortent en même temps. Alors, Les dévoreurs de livres de Sunny Dean, l'encre ne sera pas la seule à couler. Dans les landes du Yorkshire, loin de tout être humain, se cache une famille au régime alimentaire peu commun. Vivant en autarcie et cachant sa véritable nature aux yeux du monde, elle se repaît de livres, plutôt que de nourriture humaine. Les romans d'espionnage sont épicés, et les romans d'amour sucrés. Manger une carte peut les aider à se souvenir de destination. Et les enfants désobéissants doivent ingurgiter les pages sèches et moisies des dictionnaires. Je trouve ça excellent. Les femmes mange-livres étant rares, elles sont nourries de contes de fées jusqu'à atteindre l'âge de procréer. Mais bien que ce soit son destin, Devon Fairweather ne peut s'empêcher d'avoir faim d'autres intrigues. Alors quand elle tient son fils dans ses bras pour la première fois, le cours de son histoire change. Car pour assouvir sa faim, Kay, donc le petit garçon, le petit bébé, si j'ai bien compris, ne réclame pas de livres. Il est affamé d'esprit humain. Voilà. Je ne sais pas trop, ça a l'air très étrange. J'ai l'impression que c'est un one-shot. Bon, j'avoue qu'il me tente beaucoup. Alors celui-ci, je devrais le recevoir d'ici quelques jours. C'est le tome 2 de Faester, Les Chevaliers des Royaumes de Sang, qui sortira le 31... j'en oublie entre deux. Bon, je vous remettrai après, c'est pas grave. Qui sortira le 31 janvier. C'est de Jo Collins. Voilà, c'est une autrice en auto-édité que j'aime beaucoup, avec laquelle je suis de nouveau en partenariat cette année. C'est pareil, on est dans un monde magique avec des complots. Enfin, il y a plein... Je crois que c'est le plus sombre que j'ai lu de l'autrice. J'ai vraiment beaucoup aimé l'univers qui a été créé. Il y a la magie de la musique et tout aussi dedans. Et des personnages qui sont peut-être un peu moraligrés, mais qui en même temps essaient de faire bien. Mais en même temps, ils font ce qu'ils peuvent avec les armes qu'ils ont et avec ce qui les entoure et la société, les puissants qui les entourent, et c'est pas toujours facile. Et non, j'avais vraiment beaucoup aimé, donc voilà, j'aurai le recevoir d'ici peu, donc je pourrais vous faire une chronique dessus aussi. Et celui-là, j'avais oublié de vous le noter, il sort aussi le 29 janvier. Alors c'est le Héron d'Argent qui va commencer à ressortir des livres là. C'est le Harmonia aux yeux d'hiver de Lynn Clairaut. Donc chaque nuit, elle rêve qu'elle est Harmonia. Chaque jour, elle s'efface un peu plus. Dans la ville de Saint-Hilaire, tout tourne autour de l'ancienne gare et de ses trains vers le loin hivernal, un ailleurs gelé où le temps s'arrête et d'où reviennent des voyageurs décolorés, figés entre deux âges. Blanche Véral, elle, n'a jamais pris ce train. Mais chaque fois qu'elle s'endort, elle devient Harmonia, une chanteuse adulée, libre, éclatante. Là-bas, dans ses rêves, elle existe enfin. Alors Blanche s'y attache, s'y accroche, et peu à peu commence à disparaître. Mais l'hiver n'est pas un simple refuge. Il observe, il réclame, et il ne laisse jamais repartir ceux qui s'y sentent enfin vivants. Donc ça a l'air très étrange comme univers. Alors ils font toujours des belles couvertures en plus chez le Héron d'Argent. Ils ont toujours des livres qui sont hyper tentants. Voilà, j'en ai terminé avec ces sorties livresques. Bon, j'ai essayé d'en mettre un petit peu moins. N'hésitez pas à rajouter les sorties que vous avez repérées. Je sais que, voilà, par exemple, vous suivez des séries. Et bon, si moi, pareil, j'ai essayé de ne pas remettre de séries à suivre si je ne les ai pas commencées ni rien. Mais vous, n'hésitez pas à les mettre en commentaire et à me dire ce que vous avez repéré au mois de janvier, ce que vous avez peut-être déjà acheté au mois de janvier. Moi, je vous laisse ici pour cette vidéo. Et puis, je vous dis à très bientôt pour une toute nouvelle vidéo. Bye bye!